On va en effet pouvoir commencer. Alors merci d'être venu ce soir et merci à Aurélien Masson et Ingrid Astier d'avoir accepté notre invitation à cette première soirée polar de la saison. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres. Hein. S'il y avait eu Jacques Fortier autour de Sherlock Holmes et le mystérieux Königsbourg. Donc cette deuxième soirée polar de la saison, à l'occasion aussi de la publication du premier polar de Ingrid Astier, Quai des Enfers, qui connaît un joli succès en librairie et qui, vous m'avez dit, qu'il vient d'avoir un prix, ou qui va avoir un prix là dans les jours qui viennent. Oui, le prix Paul Féval de littérature populaire. Voilà, le prix Paul Féval de littérature populaire. Alors félicitations. Donc c'est votre premier polar. Alors comment avez-vous pris la décision d'écrire un polar? Parce que c'est pas votre premier livre. Non, c'est mon 13e livre, mais c'est le premier roman. Voilà. Donc, derrière, il y avait un vrai amour de l'imaginaire, des mots, et ensuite, c'était vraiment... c'était un très beau terrain de jeu, je pense aussi pour l'imaginaire, parce que si j'ai choisi roman policier, c'est parce que c'est le terrain de liberté extrême, en fait. Il n'y a aucune limite, tant d'ailleurs dans les choix que pour les personnages. Vous pouvez tout vous permettre, scruter tous les milieux, aller aussi loin que vous voulez dans les langages. Donc, finalement, c'est vraiment la terre d'élection de l'imaginaire. Alors ce polar a quelque chose de très particulier, c'est que le personnage principal n'est pas un des policiers qui mènent l'enquête, même s'ils sont très présents. Hein. Ce sont vraiment des hommes assez virils, donc qui correspondent à cette image du policier tout à fait qu'on avait un peu perdu hein, aussi parfois dans la littérature policière ces derniers temps. Mais c'est la scène. La scène, le personnage principal de cette histoire. En effet, on voit qu'elle sert de contexte à peu près à toutes les scènes. Hein. Et elle crée une véritable épaisseur au récit. Alors qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Est-ce que c'est l'amour de Paris? Et on en discutait l'autre jour avec Michel Dizet, il me disait justement que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas lu un aussi beau livre de description de Paris, un aussi beau livre sur Paris. C'est très gentil. En fait, moi je ne suis pas parisienne à l'origine, je viens de Bourgogne, donc j'ai d'abord rêvé sur les collines et les grands vins avant de rêver sur Paris. Et je pense que c'est finalement ce qui m'a préservé ce rapport de fraîcheur et de spontanéité à la ville, et aussi le considérer comme justement un terrain de jeu, parce que j'ai toujours eu ce regard finalement du Huron de Voltaire ou de Candide, de m'émerveiller sur ce qui était juste en face de moi ou sous mes yeux. Et j'ai trouvé que c'était une immense chance déjà de tomber sur un sujet qui finalement existe depuis 1900, puisque la brigade fluviale de Paris existe depuis 1900, et que finalement il n'y avait aucun roman policier qui avait été consacré à ce sujet. Donc là, vous voyez, parfois il y a des belles rencontres où on se dit ce n'est pas possible, le sujet est arpenté, sillonné par des millions de Parisiens et de touristes, et finalement il reste encore une sorte de terre vierge comme ça pour l'imaginaire. Donc ça a été la chance de ce roman aussi, c'était de trouver un terrain vierge dans une ville qui est extrêmement connue. Et c'est aussi ce qui m'a donné du désir, parce que quand je me suis rendu compte qu'il y avait ce romanesque qui était en plein cœur de la ville, enfin imaginez, et donc on a la Seine, et on a ces policiers de la brigade fluviale qui passent à 90 km/h sur la Seine, sur des Zodiacs, et les bateaux mouches vont à 14 km/h. Donc vous voyez que c'est presque injuste sur le plan romanesque, c'est tellement évident. Et donc je me suis dit, mais vers quoi courent ces gens, vers quoi courent ces bateaux aussi vite, et en même temps c'était finalement prendre le contre-pied de la traversée de Paris. Parce que voilà, on connaissait la traversée de Paris, ce Paris qui est le Paris finalement du marcheur, du contemplatif, et moi j'avais envie qu'on passe de la traversée à la plongée. Donc c'était aussi ce Paris d'un Paris en 3 dimensions. Donc qui était là en plus sous les yeux, puisque c'est quand même 6 millions de touristes sur la Seine par an, vous voyez. Donc on se dit, mais finalement, il y a un côté chasse au trésor avec ce fleuve qui peut se déplier en 3 dimensions, plutôt que d'être une sorte de ruban, comme ça, un peu nonchalant et capricieux à travers la ville. Donc il y avait cette rêverie, évidemment, des méandres de la Seine, parce que en même temps, la Seine, ce n'est pas une ligne droite à travers Paris, hein, il y a ce côté un peu tortueux, il y a ce côté de flirter avec 2 îles en plein cœur de la ville. Et moi je me disais, mais évidemment,
qu'on était tous touchés par ce côté très romantique de l'embrassade du fleuve comme ça, par rapport aux berges et aux îles. Et en même temps, il y a un côté extrêmement ténébreux, parce que ce fleuve, c'est aussi le fleuve qui charrie les cadavres, les désespérés qui se jettent des ponts. Donc, ce que j'aimais, c'était cette ambivalence. C'est ça qui est intéressant. C'est quand vous avez en fait une vraie beauté comme ça au sein de la ville, et que cette beauté, elle est ambivalente. Et c'est là où elle devient intéressante. Alors les cadavres qui sont charriés, effectivement, ça donne aussi lieu à l'ouverture du roman, en tout cas de l'intrigue, puisqu'on en trouve un beau dans une barque au pied du quai des Orfèvres. Alors c'est un pied de nez en même temps. Oui, absolument. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment finalement se pose cette intrigue, comment se préfigure en fait ce qui va suivre, sans déflorer pour autant le charme de l'intrigue? Bien sûr, on ne va pas commencer par la fin, mais en fait, ce qu'il y a d'assez étonnant par rapport à ce roman, c'est que c'est né de quelque chose de très concret, qui était donc ce rapport au fleuve. Moi, j'adore l'eau, j'adore vous voyez, cette sensation de passage, comme ça, on sent que déjà le fleuve, c'est quelque chose qui va réunir des destinées, qui va mêler en fait plein de personnes très différentes aussi, entre les pêcheurs, les SDF, les gens qui vont se faire des déclarations sur les bords de Seine. On sent qu'il y a une sorte de mêlée comme ça qui est très intéressante. Et en même temps, ce qu'il y avait comme point de départ, c'était une sorte d'obsession du bateau ivre de Rimbaud. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très poétique finalement, qui s'est greffé sur du concret comme ça, en plein cœur de la ville. Parce que quand j'étais petite, ma professeure de français m'avait offert un livre magnifique. Alors vous qui fréquentez la librairie Bizet, vous avez sûrement un rapport particulier au livre. Mais moi c'était un livre, vous voyez, avec une peau comme ça, extrêmement douce. C'était les œuvres poétiques de Rimbaud. Elle m'avait offert ça parce qu'en 6e, j'étais déjà passionnée de lettres. Et je me souviens encore de la dédicace, c'était ce livre est pour plus tard, Ingrid, mais il peut attendre, car sur lui le temps n'a aucune prise. Alors, quand on est jeune, comme ça, c'est quelque chose de merveilleux. À l'époque, je faisais beaucoup de patins à roulettes, donc je me suis dit, pour remercier cette prof, je vais apprendre le poème le plus long. Donc je feuilletais, et le poème le plus long, c'était le bateau ivre. Donc je suis devenue très forte en patin à roulettes, parce qu'apprendre le bateau ivre en patin à roulettes, c'était quand même assez périlleux. Et ce qui fait que j'ai vraiment été marquée par ce poème. Et dans ce poème, en fait, on avait, vous savez, les noyés qui descendent le fleuve à reculons, comme ça. Donc, je comprenais pas forcément. En 6e, ce qui est bien, c'est qu'on a une intuition de la poésie. Vous voyez, on est marqué comme ça au fer rouge. Et j'ai toujours apprécié d'être dépassée par la poésie. C'est très important, de ne pas chercher à tout comprendre, tout maîtriser. Le langage, finalement, il est aussi ce fleuve, il est ce débordement. Et donc c'est toujours resté comme ça, c'est noyé. Et puis aussi cette phrase, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on voit, et qu'est-ce qu'on peut rêver de voir, qu'est-ce qu'on peut croire avoir vu. Donc il y avait aussi ça par rapport au fleuve. Et donc je me suis mise à rêver sur la Seine. Et une des images premières, c'était d'imaginer une barque en fait, comme Ophélia aussi de Rimbaud, vous voyez, hein, cette pâle Ophélia qui flotte comme ça, comme un lys sur l'eau. Donc d'imaginer cette barque avec une femme extrêmement belle, donc qui serait presque pas attaquée par la mort. Donc on retrouve cette inquiétante beauté, vous voyez, c'est toujours le thème du départ. Hein. Et donc on aurait cette barque en pleine nuit comme ça, qui flotterait sur la Seine, et qui arriverait comme une sorte de pied de nez, comme vous le soulignez, pile à l'escale du quai des Orfèvres.